NNPC, donc la Nigerian National Petroleum Corporation, qui est la société nationale d'hydrocarbures du Nigeria. Toutes les informations sont officielles et vous pouvez les retrouver sur le site de la NNPC. Donc ça y est, les 4 pays qu'il manquait pour pouvoir commencer ont finalement signé et donné leur accord pour le gazoduc. Donc maintenant, tous ces pays africains de la côte atlantique ont donné leur autorisation pour démarrer la construction. La NNPC a même publié des détails sur les phases du projet et le tracé final qui a été choisi. Comme je l'avais dit dans cette vidéo précédente, l'un des plus grands problèmes du gazoduc Nigeria-Maroc, c'est son budget, 25 milliards de dollars. Parce que c'est un gazoduc sous-marin, donc ça coûte plus cher, et surtout parce que ce sera le plus long gazoduc sous-marin du monde. Donc c'est un chantier colossal. Mais le Maroc et le Nigeria, avec la collaboration du Sénégal, ont visiblement trouvé une solution qui a été très intelligemment pensée pour contourner ce problème. Puisqu'il y a aussi de grandes réserves de gaz qui ont été découvertes au Sénégal et en Mauritanie, eh bien la première phase de la construction va démarrer directement par le Sénégal et va traverser la Mauritanie et le Maroc pour venir se connecter au gazoduc Maghreb-Europe, le GME, qui est déjà opérationnel. Et ça va visiblement être assez rapide, puisque la NNPC prévoit le début de l'exploitation de ce premier tronçon pour fin 2028. Concrètement, ça veut dire que si tout se passe bien, dans à peine 4 ans, le Sénégal va devenir l'un des plus gros exportateurs de gaz en Afrique. Et c'est évidemment une excellente nouvelle pour le Sénégal, mais aussi pour la Mauritanie et le Maroc. Et on va regarder maintenant ce que ça va changer concrètement pour le Sénégal et pour le Maroc. Pour le Sénégal, quand on regarde les réserves qui ont déjà été confirmées et la situation actuelle du pays, le constat est très clair. Vous pouvez déjà vous préparer, si tout se passe bien, le Sénégal est un pays qui va complètement se transformer dans les 5 à 10 années qui viennent. C'est quasiment une certitude. Mais si, et seulement si, il n'y a pas de problème de sécurité ou de guerre au Sénégal. Parce qu'il y a quand même eu quelques tensions politiques ces derniers temps. Mais si les prochaines élections présidentielles se passent bien et que le Sénégal reste un pays stable, eh bien il a une occasion en or avec ses réserves de gaz, d'accélérer son développement et de complètement transformer son économie. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les matières premières en Afrique, vous allez peut-être me dire « Ouais mais attends, le Nigeria a aussi beaucoup de gaz et pourtant la population est restée très pauvre ». Alors oui, c'est vrai, mais il y a 2 différences fondamentales entre la situation du Sénégal et celle du Nigeria. Premièrement, la population des 2 pays est incomparable. Alors que le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants, le Sénégal est un pays qui a encore une petite population, moins de 17 millions d'habitants. Mais les réserves de gaz qui ont été trouvées sont quand même conséquentes. D'après les sociétés BP et Cosmos Energy, les réserves de gaz découvertes au large du Sénégal sont estimées à 1400 milliards de mètres cubes, ce qui en fait le 4e pays africain en termes de réserves prouvées. Derrière le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte est à peu près ex-aequo avec la Libye. Alors on va mettre de côté pour l'instant la Libye qui est un cas très particulier et d'ailleurs c'est un des plus grands gâchis africains. La Libye aurait dû être l'un des pays les plus riches d'Afrique, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Et donc à la différence des autres pays qui ont aussi beaucoup de gaz, le Sénégal a une faible population. Ce qui veut dire qu'avec l'exploitation du gazoduc, son PIB par habitant devrait très largement augmenter les 5 à 10 années qui viennent et très probablement dépasser celui de ces autres pays gaziers. Et le deuxième grand avantage du Sénégal, c'est qu'il va être connecté à l'Europe par le gazoduc passant par le Maroc. Très vite, là en 2028 si tout se passe bien. Alors que le Nigeria va devoir encore attendre probablement plusieurs années pour être connecté. Alors avant ça, le Sénégal va déjà commencer à exporter du GNL par bateau, là en 2024. Mais comme on l'a vu dans cette vidéo, si vous vous souvenez, le transport du gaz par gazoduc, c'est incomparable avec le GNL en termes de quantité de gaz qu'on peut exporter. Et donc en termes de revenus qu'on peut recevoir chaque année. Quand on parle de gaz, la limite principale, c'est pas le stock, mais c'est le flux. C'est-à-dire que ce ne sont pas tellement les réserves de gaz qui posent problème, parce que des réserves de gaz, il y en a quand même pas mal, mais c'est surtout la quantité de gaz qu'on va pouvoir transporter et vendre chaque année. Pour bien comprendre ça, on peut faire l'analogie avec un compte bancaire. Imaginez, on vous donne 10 millions d'euros dans votre compte en banque, donc ça c'est votre stock d'euros. Donc vous allez dire, ah bah c'est super, je suis riche, mais la banque ne vous donne qu'une petite carte étudiant et vous ne pouvez dépenser que 1000 euros par mois. Ça c'est le flux. C'est déjà bien, hein, ça va vous aider. Mais vos 10 millions d'euros ne vont pas vraiment changer votre vie. Alors que si la banque vous donne une carte American Express et vous pouvez dépenser 200 000 euros par mois, là ça change votre vie. Et bien pour un pays de la taille du Sénégal, le GNL c'est la carte étudiant et le gazoduc c'est l'American Express.
Le GNL va quand même aider l'économie du Sénégal, mais il aura un impact qui sera quand même limité parce que même si la population du Sénégal est plus petite que les autres pays, ça reste quand même 17 millions d'habitants. C'est pas aussi petit que le Qatar avec sa population d'origine de seulement 300 000 Qataris et qui lui a bien pu profiter du GNL. Donc c'est surtout le gazoduc qui va tout changer pour le Sénégal. D'autant plus que c'est un pays africain assez particulier, puisqu'il est l'un des rares pays en Afrique considéré comme plutôt stable jusqu'à maintenant en tout cas. Le Sénégal sera donc, après l'Algérie, le deuxième pays gazier en Afrique à être connecté à l'Europe par gazoduc. Mais attention, les deux pays ne sont pas vraiment comparables, parce que l'Algérie a suivi un modèle économique très particulier, très social et protecteur, qui a été inspiré de l'ex-URSS et très peu ouvert aux investissements étrangers, alors que le Sénégal, lui, a choisi un modèle économique beaucoup plus ouvert aux investisseurs, et de ce point de vue, le Sénégal va plutôt se rapprocher de la trajectoire de développement des pays avec le même modèle comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Donc le Sénégal est un pays très prometteur pour les prochaines années, et j'espère vraiment pour les Sénégalais que le pays va saisir cette occasion et réussir à gérer cette transition de façon calme, posée et intelligente, comme il a toujours réussi à le faire pour le moment. Alors concernant le Maroc, qu'est-ce que ça va changer concrètement et qu'est-ce qu'on peut déduire des dernières informations publiées par la NNPC? Quand on regarde le tracé qui a été choisi pour le gazoduc, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est que visiblement, le gazoduc est sous-marin tout au long des côtes africaines, mais à partir du Maroc, le gazoduc redevient terrestre et va passer par les principales villes côtières du pays. La NNPC ne précise pas exactement pourquoi ils ont fait ce choix-là. Ils disent simplement qu'ils ont étudié beaucoup d'autres possibilités avant. Mais en y regardant de plus près, on peut quand même comprendre ce choix. Parce que le grand avantage de faire passer un gazoduc par la mer, c'est la sécurité. Un gazoduc sous-marin est inaccessible pour les petits groupes terroristes. Mais d'un autre côté, l'inconvénient c'est que la construction et surtout l'entretien du gazoduc, ça coûte beaucoup plus cher. Or, le territoire marocain est plutôt bien sécurisé. Et le Maroc est d'ailleurs l'un des pays africains qui a investi le plus de moyens dans la sécurité et la surveillance de son territoire, notamment des moyens militaires, des drones, etc. Donc comme au large du Maroc, on a le choix de passer par la mer ou par la terre, je suppose qu'on a privilégié un gazoduc terrestre parce qu'il sera moins cher à construire et plus facile à entretenir. Alors c'est une supposition parce que j'ai pas d'informations claires sur la raison de ce choix, mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou des informations si vous en avez. Donc le gazoduc va traverser le Maroc pour venir se connecter au gazoduc Maghreb-Europe, et pour rappel, c'est le gazoduc qui était utilisé avant par l'Algérie pour exporter son gaz vers l'Espagne. Alors je voudrais apporter une petite précision par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, à savoir que comme le Maroc a maintenant des gisements de gaz, le pays n'avait pas forcément besoin de prélever directement dans ce gazoduc qui vient du Nigeria. En fait, maintenant qu'on sait que ce gazoduc va traverser les villes marocaines et venir se connecter au GME, je suppose que pour des raisons économiques, le gaz va voyager dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gisements marocains vont être utilisés pour le nord du pays et peut-être même pour exporter vers l'Espagne, et les villes du sud vont probablement utiliser le gaz qui vient du Sénégal. Alors c'est ce qui me semble le plus logique économiquement, mais encore une fois, j'ai pas d'informations claires sur la stratégie qui va être choisie pour l'instant, et je ferai des mises à jour en fonction des informations qui seront publiées. En tout cas, l'information la plus importante qu'on a par la NNPC, c'est que toutes les villes côtières marocaines vont être reliées à un réseau de gaz. Et ça, c'est absolument évident que ça va booster l'économie et le développement de toutes ces villes. Je pense notamment à des villes comme Agadir, Safi, Laayoune, Dakhla, Essaouira. Il ne faut pas oublier que du gaz pas cher grâce au gazoduc, c'est de l'énergie pas chère. Et vu que le contexte économique au Maroc était déjà très intéressant pour les industriels, ça va forcément en attirer beaucoup plus. Et les industriels attirent les travailleurs, créent des emplois, les gens s'installent dans les villes, le commerce local se développe et par conséquent l'immobilier et tout le reste. D'autant plus que les villes côtières du sud marocain sont des villes qui sont plutôt jolies, agréables à vivre et où le tourisme se développe déjà très bien. Alors j'imagine même pas quand le gazoduc va arriver. Pour ceux d'ailleurs qui cherchent à investir dans l'immobilier au Maroc, dans des endroits qui ont un fort potentiel de développement, ce sont des villes qui peuvent être très intéressantes à regarder. Mais il ne faut pas non plus oublier la contrainte de l'eau. Regardez les villes comme Laayoune ou Dakhla. Ce sont des villes qui sont situées dans des régions désertiques. Et c'est principalement l'eau qui limite actuellement le développement de ces villes. Mais grâce au gaz, on peut transformer l'eau de mer en eau douce, avec des usines de dessalement. Et avec l'eau douce, il est très facile d'imaginer comment on va pouvoir développer l'agriculture dans ces régions et transformer ça en ça, avec tout ce que ça va engendrer de positif pour l'économie de ces régions et pour le Maroc en général.
Un autre domaine important, c'est que le gazoduc va aider le Maroc à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Alors ça peut paraître assez surprenant et même contradictoire comme ça. Énergie renouvelable, gaz. Mais on verra dans une prochaine vidéo que tout ça est très lié et en fait ça fait partie d'une stratégie énergétique très globale au Maroc.